Une œuvre qui n'est pas des moindres et je vous dis la vérité, elle aurait grave pu être numéro 1. Salut à tous, comment allez-vous les gars? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'animation les mecs. Et quand je parle d'animation, on va parler d'animation et pas des moindres car on va parler des studios Ghibli, un studio qui a été créé en 1985 par Hayao Miyazaki et Takahata Isao. Ils se sont fait un peu connaître avant la création du studio, notamment avec la série d'animation Heidi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas moi quand j'étais petit j'avais des cassettes d'Heidi, et aussi avec le film Nausicaa de la vallée du vent qui est sorti en 1984 et que beaucoup considèrent comme un film du studio Ghibli. Studio Ghibli, pourquoi le studio s'appelle Ghibli? Je me suis déjà posé la question et on y répond tout de suite. Ghibli, ça vient d'un mot italien qui signifie en fait un vent chaud et sec, mais également des avions de reconnaissance italiens. Donc on voit que Miyazaki était un féru d'Italie, et avec ce mot Ghibli, on voit qu'il a la volonté d'apporter quelque chose de nouveau dans l'industrie de l'animation, et honnêtement, je vous spoil tout de suite, il l'a fait. Les films du studio Ghibli se détachent totalement des films d'animation de l'époque en apportant une esthétique vraiment très fine et très colorée, et même si l'esthétique des films est très enfantine, bah faut pas se laisser avoir car au final les sujets proposés sont plutôt sérieux. L'écologie comme Nausicaa de la vallée du vent ou Princesse Mononoke, le militarisme avec Porco Rosso, ou encore le féminisme avec des personnages emblématiques féminins qui vraiment sont juste trop bien écrits et qui apportent vraiment de la plus-value dans les œuvres de Miyazaki. Mais bon, bref, je sais que vous êtes là pour un top, bande de petits coquins, donc on commence le top tout de suite. Alors en top 5, on va retrouver Le Château dans le ciel, un film du coup qui est sorti en 1986. Putain, ça remonte de ouf. Pourtant vous allez le revoir aujourd'hui, le film est tout aussi magnifique, il n'a pas pris une seule ride. Le Château dans le ciel, c'est quoi? En bref, c'est l'histoire de Chita. C'est une jeune femme qui se fait courser par des pirates de l'air et par des agents des services secrets. Qui va rencontrer Pazu, un jeune travailleur qui vit dans une petite bourgade. Un lien va unir Chita et Pazu. C'est en fait la cité de Laputa, donc le château dans le ciel. Chita qui, avec sa pierre, dispose de la clé pour y accéder. Et c'est comme ça en fait que les deux vont devenir plutôt copains. J'ai énormément kiffé l'esthétique de l'œuvre. J'ai beaucoup apprécié la palette de couleurs qui était proposée. Et j'ai aussi apprécié le fait que l'aéronautique soit une composante très importante. C'est pas toujours le cas, donc moi je sais que quand il y a une place importante liée à l'aéronautique, l'air, etc., j'adore à mort. Ça fait petite pub. J'adore à mort. Petite pub. J'adore à mort. De plus, je peux pas vous mentir, j'ai trouvé les personnages hyper attachants, que ce soit Pazu et Chita. Pazu, j'aime bien en fait l'image qu'il représente, le fait que ce soit quelqu'un qui ait son rêve, qui travaille dur pour y arriver, qui croit en ce qu'il croit et qui ne lâche pas alors que les gens ne vont pas forcément le croire. Chita, elle est très mignonne, j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec Pazu. J'ai été touché par Le Château dans le ciel. Au final, c'est pas non plus le Ghibli qui m'a le plus retourné le cerveau, où j'ai le plus été transporté, même si j'ai beaucoup kiffé, et c'est pour ça que je le mets en numéro 5. Ok, numéro 4, et là maintenant, encore une fois, on reste dans la thématique du château. On va parler, je pense que vous avez capté, du château ambulant, un classique de ouf. Alors, le château ambulant, qu'est-ce que c'est? Toujours en bref, un petit pitch, tu connais ton gars. Ma petite Sophie, vous n'allez pas voir le défilé? Oh, venez donc avec nous, mon enfant. Le château ambulant, du coup, c'est l'histoire de Sophie, une jeune femme travailleuse qui bosse dans la boutique de vêtements de son père qui est décédé. Un jour, elle va rencontrer un jeune homme. Pardonnez-moi de vous interrompre. Qui s'appelle Oru. Où étais-tu, toi? Je te cherchais. Et vous, vous êtes qui? Son chevalier servant. Et vous, mon petit doigt me dit que vous avez envie de vous dégourdir les jambes. Qu'est-ce qui nous arrive? Je peux pas m'arrêter. Et lors d'une balade, ils vont être poursuivis par des êtres bizarres, et c'est là qu'on va du coup découvrir qu'Oru est en fait un sorcier. Un peu plus tard, on va rencontrer la sorcière des Landes qui va venir à la rencontre de Sophie et qui va du coup décider de la transformer en vieille de 90 ans, étant donné qu'elle sera en fait jalouse du nouveau lien entre Oru et Sophie. Ça c'est votre problème, Théma, t'es jalouse
T'es jalouse de la petite, la pauvre, elle travaille déjà dur. Son papa il est décédé, elle bosse avec ses sœurs, elles sont méchantes, personne n'aime les chapeaux qu'elle confectionne, et toi par jalousie, tu décides de la transformer en vieille de 90 ans. Vraiment, vous êtes mauvaise de ouf. Sophie décidera du coup de s'enfuir de chez elle, elle va se balader en pleine montagne et va rencontrer un épouvantail. Il va en fait la conduire vers un château. Un château ambulant, ça, un bazar ambulant. Qui sera en fait le château ambulant, et c'est là qu'elle retrouvera du coup Hauru. Toutefois, elle ne lui dira pas qui elle est, et elle va rejoindre le château en tant que femme de ménage, et c'est là que du coup l'intrigue prendra lieu. Du coup c'est hyper stylé de voir qu'en fait Sophie elle veut pas lui dire qui elle est, elle veut pas lui dire. On sait que elle sait, mais lui ne sait pas, et franchement je trouve ça trop stylé, j'ai vraiment kiffé. En plus, on va pas se mentir, Hauru c'est plutôt un beau gosse, en vrai c'est un BG. C'est de la sorcellerie très ancienne et extrêmement puissante. Ce qui est stylé, c'est qu'on apprend en fait que le mec est un peu fuckboy sur les bords. C'est fini pour moi. Autant mourir, ça sert à rien de vivre quand on a perdu sa beauté. Et que du coup, si la sorcière des Landes est méchante, je crois que c'est un petit dragueur le poteau en fait. C'est pour ça qu'il a un peu dragué Sophie. Je crois qu'il a voulu partir à gauche et à droite alors qu'il flirtait avec la sorcière des Landes. Moi j'ai plutôt bien aimé du coup le personnage, je vais pas vous mentir. Mais ne m'y associez pas, commencez pas les bêtises, je vous vois arriver. Les musiques, comme dans tous les Ghibli, j'ai envie de vous dire, sont vraiment magnifiques. Si je me trompe pas, du coup, les musiques sont composées par Joe Hisaishi, celui qui fait quasiment toutes les musiques des studios Ghibli. C'est vraiment une belle histoire d'amour et j'adore les histoires d'amour, je vais pas vous mentir. Je suis un peu un petit lover, voilà, tu connais. Et du coup, ouais, j'ai kiffé de ouf. L'œuvre m'a quand même plus touché que le château dans le ciel et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en numéro 4. Numéro 3, et là on passe aux choses qui sont de plus en plus sérieuses les frères. On va parler du voyage de Chihiro, big classique. Quasiment tout le monde a dû voir le voyage de Chihiro. Et si tu l'as pas encore vu, bah sache que c'est pas trop tard. Donc vraiment fonce le voir, mais avant tout ça, petit pitch, c'est l'histoire de Chihiro, une petite fille de 10 ans en fait qui va déménager. Et en fait sur le chemin pour rejoindre son nouvel appartement... Allons-nous-en, il me fait peur ce tunnel. Tu ne risques absolument rien puisque tu es avec moi. Allons jeter un petit coup d'œil. Ils vont s'arrêter dans une petite ville bizarre et tout, ses parents, ils vont sentir une petite odeur et ils vont se poser, tout ça, ils vont manger, et bim, Chihiro, elle va revenir et elle va voir que ses parents, ils ont été transformés en gros cochons. Du coup, la petite, elle va flipper, elle va avoir grave peur. Et c'est là, en fait, qu'elle va être emmenée dans le monde des esprits. Et c'est là que, du coup, le voyage de Chihiro commence. Le voyage de Chihiro, c'est une quête, une grande aventure où, du coup, on va suivre les péripéties et rencontres de Chihiro dans le monde des esprits. Mais également aussi son désarroi et sa tristesse. Alors ils se sont bien transformés, je n'ai pas rêvé. Parce que là, n'oubliez pas, on parle d'une fille de 10 ans qui voit ses parents se faire transformer en cochon. Tu comprends bien que la petite, elle a peur. Mais dans ce désarroi et dans toute cette tristesse, bah là où Miyazaki est un génie, en fait, c'est qu'à travers plein de petits éléments, il va nous apporter une grosse vague de positivité. Par touche de positivité, je parle notamment de l'homme araignée par exemple, qui est vraiment un tonton pour Chihiro au final. Il va la prendre son aile mais de manière un peu, tu sais, distance, il va la faire travailler dans les bains et en mélangeant du coup tous ces aspects tristes à ceux qui sont plus positifs. C'est un voyage émotif pour nous en tant que téléspectateurs. En plus, je vous ai pas parlé de Haku, le beau gosse du voyage de Chihiro, un jeune sorcier aussi. Miyazaki il aime bien les sorciers. Coupe un peu stylé, qui fait un peu Dark Sasuke par moment, qui va aider Chihiro au début à fuir les sans-visages que je mets à l'écran tout de suite, enfin que Gaspard, que Wicked l'alchimiste met à l'écran tout de suite. Et donc ouais, pour tous ces éléments qui sont vraiment iconiques et qui sont connus du coup de la pop culture, car moi au final je l'ai pas vu quand j'étais petit, honte à moi. Tant dans l'image et dans les émotions qu'il a donné au final, bah, j'ai pu m'amuser aussi à réfléchir sur le film, car au final on va retrouver un peu la confrontation entre l'ancien temps, représenté par tout le collectif de travailleurs qui bossent dans les bains d'eau en question de la sorcière Yubaba, et du coup toutes ces valeurs traditionnelles sont un peu contrebalancées avec les sans-visages qui vont plutôt du coup représenter tout l'aspect du modernisme, du capitalisme, etc. avec la logique du coup d'accumulation. Donc je trouve ça hyper intéressant au final d'être devant un film d'animation qui, comme j'ai pu le dire dans l'introduction, on va pouvoir penser que c'est un film qui est destiné aux enfants, mais au final plein de petits messages sont glissés et le voyage de Chihiro en fait partie. C'est pour ça que je le mets en top 3 et je le recommande vraiment à tout le monde, comme tous les films qui sont dans la liste. Et on passe au top 2. Numéro 2, une œuvre qui n'est pas des moindres et je vous dis la vérité, elle aurait grave
grave pu être numéro 1. Mais j'ai préféré les mettre en numéro 2. Sait-on jamais. Au calme, on la joue tranquille. Porco Rosso, les mecs. Je me calme parce que si vous voyez quand je tourne et que d'un coup ici ça commence à se fixer comme ça, c'est que je kiffe de ouf. Porco Rosso, qui est en fait un ancien militaire qui était pilote de l'air au sein de l'armée italienne dans les années environ 1920-1930. Un jour, il va se voir son visage transformé en cochon et suite à cela en fait il va décider de s'exiler et de vivre sur une île déserte. Bon bah, faut que j'aille à Milan, moi. Les deux chasseurs ont été abattus, mais les pilotes sont indemnes. Lui qui était autrefois un héros devient aujourd'hui l'ennemi de l'armée italienne et du coup va être traqué durant toutes ses aventures. C'est là du coup qu'il va rencontrer la petite Fio que Porco va prendre sous son aile et qui va devenir la mécanicienne officielle de Porco Rosso. Alors déjà il faut savoir que dans Porco Rosso il y a un contexte historique qui est vraiment très marqué. Il y a différents enjeux politiques qui sont mis en background. J'ai un background. En tout cas, Porco Rosso, c'est une belle figure masculine au sein d'un Ghibli, car au final, il n'y en a pas énormément. Très fier, très droit, il pue les principes, tu vois, c'est un mec un peu comme ça. J'ai kiffé le personnage de Porco Rosso, vraiment c'est un de mes persos préférés, voire mon personnage préféré. Moi-même, c'est mon perso préféré dans tous les studios Ghibli. Et du coup, voir ce mec hyper, tu sais, masculin, fier, droit, qui bombe le torse à mort, bah au final tu le vois dans une histoire un peu d'amour, c'est hyper bien écrit, c'est hyper sentimental et franchement Miyazaki c'est un chef pour l'histoire d'amour, c'est vraiment un roi de ouf. Et donc du coup pour tous ces facteurs, pour tous ces éléments réunis, j'ai décidé de le mettre en numéro 2 car vraiment Porco Rosso c'est un film mais je vais pas vous mentir, j'ai pleuré devant. J'ai pleuré à la fin de Porco Rosso parce que j'étais trop dans le truc. Je kiffais trop les mecs. Je faisais qu'un avec le film en fait. J'étais vraiment rentré dedans et le film il m'a mis une tarte. Et là les mecs, on arrive au Saint Graal. Il reste plusieurs Miyazaki en fait encore. Il y en a plein que j'ai pas dit. J'ai pas parlé du Vent se lève. J'ai pas parlé de Mononoke. J'ai pas parlé du Royaume des chats. Totoro. Il y en a plein encore. Qui est ce fameux top 1 ? Et pour ça, du coup, je vais pas vous mentir, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. J'espère ne pas trop vous décevoir. En vous privant de cette information, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je trouvais ça cool de faire un top pour introduire une vidéo plus sérieuse, entre guillemets. Quel est ce studio Ghibli qui est le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre des Miyazaki? Dites-moi en commentaire. Je donne aucun indice parce que sinon c'est trop facile. Du coup, ce top 1 fera l'affaire d'une vidéo entière où je parlerai entièrement de l'œuvre. En tout cas, comme d'habitude, si t'es Zemou, si t'as kiffé, tu peux toujours lâcher un pouce bleu, t'abonner, etc. Je vais même pas te faire la chanson. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait grave plaisir. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Ça fait top line, ça fait petite pub, j'adore à mort.